Au sommaire de ce journal, le coup près est tombé sur l'affaire Marcel Tinkwano et autres ce matin. Le délibéré rendu public par le juge donne 48 mois ferme et une amende de 5 millions de francs CFA pour Marcel Tinkwano, le leader de l'organisation de la société civile M21. Les journalistes animateurs Alain Traoré, dit Alain Alain et Loukman Sawadogo sont relaxés au bénéfice du doute. Tous les détails dans un court instant. Ils devront désormais faire un choix définitif entre travailler dans le public ou le privé d'ici 1 à 2 ans. Les agents publics de la santé, ainsi en a décidé le gouvernement qui a adopté un rapport relatif à la problématique des interventions de ces agents dans les structures sanitaires privées. En attendant, ils peuvent travailler dans le privé 8 heures par semaine. Plus de précision dans ce 13 heures. Et puis, grand format à suivre également sur les monuments de Ouagadougou. Des édifices érigés dans la capitale, tout un symbole et une histoire qui les accompagne, mais peu connus du grand public. Le monument des martyrs, le monument des héros nationaux et bien d'autres. Qu'est-ce qu'ils véhiculent comme message? On vous dit tout dans ce journal. C'était les titres. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Ils sont situés sur leur sort depuis ce matin. Marcel Tinkwano et 9 autres cités dans l'affaire incendie du palais du Moro-Naba. Le délibéré a été rendu public et la plus lourde peine est infligée à Marcel Tinkwano. Il écope de 48 mois ferme et une amende de 5 millions de francs CFA, soit 4 ans de prison. Les prévenus Alain Traoré, dit Alain Alain, Loukman Sawadogo et Boukari Konombo, eux, sont relaxés au bénéfice du doute. Pascal Zaïda, Abdul Karim Baguian Dilota prennent 30 mois ferme, plus 2 millions de francs CFA. Karim Kone, 1 an ferme. Désiré Ginko, 18 mois. Et Boukari Tapsoba, 2 ans ferme. Je vous invite à écouter maintenant Maître Mahamoudou Paré. Il est l'avocat de Loukman Sawadogo et Alain Traoré. Le tribunal correctionnel du TGI de Ouaga 1 a rendu une décision ce matin à l'encontre de Tinkwano Marcel et de tous les autres prévenus. En ce qui nous concerne, une décision de renvoi des fins de la poursuite a été prononcée au bénéfice de M. Traoré Alain Alain et de M. Loukman Sawadogo. C'est-à-dire, dans un terme assez simple, que les poursuites qui ont été engagées par le procureur pour complicité de dénonciation contre ces 2 personnes ont été rejetées par le tribunal. Donc, ils sont libres. Vous avez suivi avec nous tous les débats qui ont eu lieu. Les débats qui, tantôt, ont penché vers l'infraction d'atteinte à la sûreté de l'État. Les avocats ont plusieurs fois martelé que ce n'est pas pour ces faits-là qu'ils sont poursuivis devant la juridiction correctionnelle. Le tribunal a rendu une décision sage, mais une décision courageuse. Parce que vous connaissez l'environnement de ce dossier. Vous connaissez ce qui leur était reproché, c'est-à-dire l'incitation à attroupement et à aller brûler le palais du Moro-Naba. C'est un dossier sensible et si un tribunal arrive à rendre une décision de relax contre certains prévenus, nous estimons, nous, avocats de M. Traoré Loukman, M. Sawadogo Loukman et Traoré Alain Alain, que c'est une décision courageuse. Pour le reste, Tinkwano Marcel et autres ont reçu des peines allant de 48 mois ferme à 6 mois avec sursis, je crois, si ma mémoire est bonne. Il appartiendra à leurs avocats, ainsi qu'à ces prévenus-là, d'adopter la meilleure des stratégies. Est-ce qu'ils feront appel ou est-ce qu'ils vont acquiescer la décision qui a été rendue ce matin? Maître, est-ce que vous pouvez dire un mot sur l'information judiciaire ouverte le 31 mai du complot? Actuellement, nous n'avons pas d'informations officielles à ce sujet-là. Donc nous attendons d'être saisis par éventuellement un juge d'instruction. Si tant est qu'il y a une information qui a été ouverte, nous attendons d'être saisis officiellement et nous aviserons ainsi que nous l'avons déjà fait dans le cas de ce dossier-là.
Le compte-rendu complet de cette audience vous sera présenté à 19h30. Je vous l'annonçais tantôt, le gouvernement entame une sorte de réaménagement dans le secteur de la santé. En Conseil des ministres hier jeudi, un rapport relatif à la problématique des interventions des agents publics de santé dans les structures sanitaires privées a été adopté. Désormais, les agents publics de santé devront faire un choix définitif entre travailler dans le public ou le privé d'ici 1 à 2 ans. Cette mesure vient ainsi clarifier l'intervention de ces agents dans le privé, de minimiser les conflits d'intérêts, d'améliorer la disponibilité des agents dans les structures sanitaires publiques et d'améliorer aussi l'accès équitable de la population aux services de santé de qualité. En attendant, ils peuvent donc travailler dans le privé 8 heures par semaine. Écoutons plus d'explications avec le ministre en charge de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kalgougou. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a adopté un rapport relatif à la problématique des interventions des agents publics de santé dans les structures sanitaires privées. Le gouvernement a décidé de la réglementation effective pour encadrer la vacation des agents de santé du public dans le privé. Alors, cet encadrement passera par des conventions qui seront signées entre les agents publics de santé, les structures publiques de santé, les universités desquelles relèvent ces agents de santé et les structures privées de santé où ils doivent intervenir. Cette réglementation permettra aux agents de santé du public d'intervenir 8 heures par semaine dans le privé, cela en une journée ou en 2 demi-journées. Toutefois, le Conseil a adopté des dispositions transitoires très importantes. À cet effet, pour les spécialistes, cette autorisation d'intervenir dans les structures privées est d'une durée de 2 ans maximum, au bout de laquelle les spécialistes seront invités à choisir formellement entre être dans le public ou être dans le privé. Pour les médecins généralistes, les attachés de santé, les infirmiers diplômés d'État, les infirmiers de façon globale, les sages-femmes et les autres paramédicaux, cette autorisation d'intervenir dans le privé de santé est fixée pour une durée d'1 an, au bout de laquelle ces agents de santé seront invités à choisir formellement entre le privé et le public. L'adoption de ce rapport permet de clarifier les interventions des agents publics de santé dans le secteur privé, de minimiser les conflits d'intérêts souvent patents, d'améliorer la disponibilité des agents publics dans les structures publiques de santé et donc d'améliorer l'accès équitable de la population, toutes catégories sociales confondues, aux services de santé de qualité. Et lorsque tous ces médecins seront permanents dans les structures de santé publique, l'autre problématique à résoudre concerne la disponibilité des soins, et bien sûr, à l'ensemble de toutes les couches sociales, car il faut le savoir, les couches vulnérables sont les plus impactées. C'est une étude réalisée par le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales qui le révèle. Le problème d'accessibilité de ces centres de formation s'explique par diverses manières et le SPONG veut apporter des pistes de solutions. Il a justement initié un cadre de réflexion où il a associé les acteurs de la société civile. C'est ce que nous dit Amadou Diko. Au Burkina Faso, malgré les mécanismes pour garantir l'accès équitable des communautés à des services de santé,
La problématique de l'accessibilité à des services sociaux de base se pose avec acuité dans certaines structures sanitaires, surtout pour les couches vulnérables. C'est ce que révèle une étude de l'état des lieux de l'accès des couches vulnérables aux services de santé réalisée dans 9 communes par le SPONG, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. L'autre aspect, c'est que nous avons un problème d'accessibilité en termes de voies, de routes, pour avoir accès aux services de santé. Nous avons également le problème pour ce qui concerne, je dirais, la disponibilité des médicaments essentiels au niveau des structures de santé qui vraiment manquent dans certaines structures de santé. Face à ces difficultés, le SPONG et ses partenaires ont engagé un projet de veille communautaire en vue de réduire considérablement ces dysfonctionnements. Un comité de veille composé d'acteurs de la société civile est mis en place. Leur mission, assurer le suivi de l'offre de santé. Pour améliorer la mise en œuvre des mesures de gratuité de soins par l'État, ces acteurs examinent les résultats de l'étude du SPONG pour validation. Il est normal qu'on puisse s'assurer du niveau d'accès de ces services et comment on pourrait apporter des améliorations pour améliorer, n'est-ce pas, les services de santé et faire en sorte que les femmes et les enfants puissent avoir accès, bien qu'ils soient déplacés, aux soins de santé de qualité. Sont concernés par cette initiative 31 communes des districts sanitaires de Kaya, Boussouma, Fada, Tenkodogo, Manga, Po, Koudougou, Ziniare et Zorgo. C'est une autre problématique sanitaire et concerne les maladies cardiovasculaires. Comment lutter contre ces maladies? Un projet de recherche et de développement sur les maladies cardiovasculaires a été élaboré 5 ans après. L'heure est au bilan. On apprend que plusieurs facteurs sociaux sont liés à ces cas. Qu'à cela ne tienne, ce projet a permis la réalisation de plusieurs autres études. La restitution avec Océane Dabouné et Maxime Ilboudo. Après 5 années de mise en œuvre, le projet de recherche pour le développement sur les maladies cardiovasculaires est à son terme. Un programme qui visait à développer des recherches multidisciplinaires en vue de prévenir et de prendre en charge les maladies cardiovasculaires telles que les accidents vasculaires cérébraux, cardiopathies, rhumatismales, etc. Les résultats démontrent qu'il y a des usages sociaux, des antihypertenseurs, des issues défavorables en lien avec l'hypertension artérielle chez la femme enceinte. On a déjà pu mettre en évidence que les facteurs de risque sont de forte prévalence. Donc les facteurs de risque qui ont été identifiés, c'est l'hypertension, l'obésité abdominale, le syndrome métabolique. On a la consommation des fruits et légumes qui est quand même très, très importante. Donc en fait, ce sont des facteurs de risque qui sont connus et on a pu mesurer leur ampleur au niveau de la population burkinabé. Outre ces données, le projet a permis la réalisation de thèses de doctorat. Un point important pour le ministère de la Santé. Le projet va permettre le renforcement des connaissances des acteurs du domaine. Le projet a permis de réaliser une thèse de doctorat en épidémiologie à l'Université libre de Bruxelles. 2 thèses, dont l'une en épidémiologie et l'autre en sociologie, sont en attente de soutenance à l'Université Joseph Kizerbo. De plus, des stages de perfectionnement ont été effectués à l'Université libre de Belgique à l'endroit des cardiologues et des doctorants en thèse, ce qui vient renforcer les compétences en matière de recherche dans le domaine des maladies cardiovasculaires dans notre pays. Le projet de recherche pour le développement sur les maladies cardiovasculaires est initié par l'Institut de recherche en sciences de la santé et l'Université libre de Bruxelles avec l'appui financier de l'Académie de recherche et l'enseignement supérieur de Belgique. Les résultats obtenus seront examinés par la Direction de la prévention et du contrôle des maladies, annonce le représentant du ministre de la Santé.
Nous changeons de registre et direction la région des Hauts-Bassins pour prendre le pouls de la campagne cotonnière à l'initiative de la Sofites, la Société des fibres textiles du Burkina. Une sortie terrain a été effectuée le mercredi dernier à Dankari, près de Houndé. Une visite pour s'imprégner des difficultés des cotonculteurs liées notamment à la faible subvention de l'État sur les prix des intrants. Malgré tout, il y a une résilience qui est observée chez ces acteurs et les champs visités, justement, présentent une bonne physionomie. C'est ce que nous rapportent Kouka Tomayao et Soto Justin Dabiré. Dans ce champ de coton de 45 hectares de Wanko Kakui, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour une bonne saison cotonnière. Pour ce producteur de coton, l'objectif visé est de produire au moins 1,5 tonnes de coton par hectare. Pour les responsables de la Sofites, le constat est clair, les producteurs sont résilients. La preuve en est que ce champ qui a été semé il y a de cela 17 jours présente une bonne physionomie. Ce qui est important, c'est que les producteurs sont engagés. Et malgré l'annonce de ces prix, en tout cas, nous sentons toujours que les semis continuent. Ça veut dire qu'ils sont toujours déterminés à réaliser leur plan de campagne. Et nous pensons que, en tout cas, nous tendons toujours vers la réalisation, en tout cas, de nos objectifs pour la campagne. Et hier, nous avons rencontré leurs structures, les unions départementales, tous nos agents d'appui conseil, pour en fait les donner un message unique qui consiste à dire que c'est vrai, les prix ne sont pas faciles, mais nous pouvons nous en sortir. Pour Wanko Kakui, le début de la campagne n'a pas été facile. Ils ont dû s'aimer certaines parcelles 2 fois de suite. Selon ce producteur, compte tenu du prix des intrants, seul un grand tonnage par hectare pourrait atténuer les charges. On a appris le prix des intrants, que l'NPK c'est 28 000, l'urée c'est 32 000. Bon, vraiment, c'est pas facile. Mais on va mettre le paquet, on va se mettre sérieux pour bien travailler, pour maximiser sur le rendement, sur tous les rendements. Si on arrive à avoir 1 tonne et plus dans l'hectare, bon, je suis prêt à Dieu, on va s'en sortir. Moi, j'encourage les cotonculteurs à ne pas baisser les bras, bon, à se mettre sérieux, bon, pour bien appliquer l'engrais là, pour pouvoir maximiser sur les rendements. Si on a un bon rendement, on pourra s'en sortir. Environ 140 000 hectares de coton sont prévus pour la zone cotonnière de Houndé. Ousmane Assié exhorte les producteurs à utiliser les intrants de manière rationnelle afin de réussir une bonne campagne dans la zone cotonnière de Houndé. Pour la campagne cotonnière 2023-2024, ce sont 600 000 tonnes de coton qui sont attendues par la Société des fibres textiles du Burkina Faso, Sofites. À Ouagadougou, vous les voyez pratiquement tous les jours. Ce sont des monuments, des édifices érigés dans la capitale, tout un symbole et une histoire qui les accompagne. Mais question, connaissez-vous réellement les noms de ces différents monuments qui dégagent une fière allure à Ouagadougou? En tout cas, ils sont nombreux, les Ouagavillois, qui l'ignorent clairement. Et nous avons fait une incursion dans ce milieu. Ouagadougou, ces monuments et leur histoire, c'est un grand reportage signé Abdoulaziz Sarri. Il fait 55 mètres de hauteur. Pour les touristes, c'est le symbole de la capitale burkinabé. À Ouagadougou, il est impossible d'emprunter le boulevard Muammar Kadhafi sans l'apercevoir. Et depuis son sommet, on a une vue panoramique sur l'arrondissement 12 où se situe ce joyau. Érigé en 2008, ce chef-d'œuvre a coûté plus de 2 milliards de francs CFA à l'État burkinabé. C'est l'un des plus connus, mais certains Burkinabés ignorent encore son appellation exacte. Nous l'avons appris par la bouche des gens, bien sûr, que ce monument s'appelle Monument des Martyrs. Je pense que c'est le Monument des Martyrs. Certainement une confusion, il s'agit plutôt du mémorial aux héros nationaux. Le véritable Monument des Martyrs, le voici dressé au quartier Tampoui, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Mais quel est le message derrière ces monuments? C'est un monument qui a été réalisé pour rendre hommage aux victimes des violences politiques, mais aussi pour rappeler à tous les Burkinabés qu'il ne faut plus jamais ça. Si vous regardez bien sûr le monument, il est écrit « plus jamais ça ». C'est plus jamais que le sang des fils et des filles de ce pays-là ne soit versé pour des faits politiques.
Voilà, c'est un lieu de recueillement, c'est un lieu de pèlerinage pour rendre hommage à toutes ces victimes-là dues aux violences politiques. Alors, quant au mémorial aux héros nationaux, c'est un mémorial qui est situé à Ouaga 2000. Il a été réalisé pour honorer la mémoire de certains Burkinabés qui se sont particulièrement bien illustrés au service de la nation. On rend hommage à Thomas Sankara, à Philippe Zenda Kaboré, à Daniel Ouézen Koulibaly, pour ne citer que ceux-là. Donc c'est un monument qui leur est dédié. Choisies pour être inscrites au patrimoine national, ces deux réalisations sont les plus imposantes parmi la quarantaine de monuments que compte la ville de Ouagadougou. Tous ces monuments, aussi captivants les uns que les autres, contribuent à l'embellissement de la ville. Mais le point commun de toutes ces œuvres, c'est le manque d'entretien. Certaines sont dans des environnements insalubres, d'autres dans un état de délabrement, à l'instar de ce monument de la princesse Yenega, le plafond de la salle du mémorial aux héros nationaux, ou encore les ailes de la colombe du monument des martyrs qui tombent peu à peu. Approchez pour comprendre pourquoi toutes ces œuvres réalisées à des coûts de milliards ne bénéficient d'aucune attention. La direction du patrimoine culturel confie qu'aucune structure n'est formellement responsabilisée pour la gestion des monuments. Il faut dire que jusqu'à présent, il n'y a pas un système formalisé de gestion de ces monuments-là qui accorderait une exclusivité de gestion donc, au ministère de la Culture. Et il y a un travail qui est en train d'être fait actuellement avec le ministère en charge de l'économie et des finances, voilà, sur l'élaboration d'un outil de gestion donc, au profit donc, de ces monuments-là. Voilà. Donc, processus dans lequel le ministère de la Culture est assez fortement impliqué donc, pour qu'ensemble on puisse essayer de voir voilà, comment on gère ces monuments-là et la tutelle technique, ça va être accordé à qui d'une manière formelle, quoi. En attendant qu'une institution soit responsabilisée pour une meilleure gestion des monuments érigés dans la capitale, le mémorial Thomas Sankara passe en tête des sites les plus visités de la ville de Ouagadougou et du Burkina Faso, avec une fréquence de 1500 visiteurs par semaine, selon le comité international du mémorial Thomas Sankara. On l'annonçait hier dans la ville de Sfax en Tunisie, après l'altercation entre les migrants et un Tunisien de 41 ans qui aurait été tué par ces derniers. Les tensions sont montées d'un cran. Les migrants subsahariens font objet de représailles. Il ressort aussi que les forces de sécurité tunisiennes ont abandonné des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants à la frontière avec la Libye. C'est au moins 600 migrants subsahariens qui sont pris dans ce qu'ils décrivent comme un no man's land entre la mer Méditerranée et bien sûr la frontière terrestre libyenne. On regarde. La tension monte dangereusement à Sfax depuis l'assassinat cette semaine d'un Tunisien qui aurait été tué par des migrants. Des témoignages de migrants originaires d'Afrique subsaharienne qui vivent dans la ville côtière font état de représailles et d'expulsions massives. Les forces de sécurité tunisiennes ont placé certains migrants dans des abris pour éviter les attaques de vengeance, tandis que quelques 200 autres se sont dirigés vers la gare de Sfax pour fuir vers Tunis, la capitale, selon Radio Mosaïque. Certaines personnes ont affirmé que les forces de sécurité tunisiennes ont abandonné des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants à la frontière avec la Libye. D'autres ont déclaré avoir été emmenés sur une plage isolée près de la frontière libyenne par des hommes armés de chaque côté des deux pays. International, il est bien zoomé. Voilà ici, il se cache. Ils sont en train de nous lapider à la pierre, voilà. Ils nous lapident à la pierre. Ne laissez pas. On termine ce 13h avec le tournoi UFOAB, le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines zone B pour les moins de 20 ans, un tournoi qui débute cet après-midi même à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En match d'ouverture, les étalons seront face aux éléphantaux. Et avant leur départ pour les bords de la lagune Ébrié, Brahman Traoré se dit prêt et confiant pour ce match. Et il confie que cette compétition va servir de préparation aux Jeux de la francophonie, dont le tournoi débute fin juillet en République démocratique du Congo. Il s'est confié à Madi Zongo et à Archimède Boy. Pour la défense des couleurs du Burkina dans le tournoi UFOAB et les Jeux de la francophonie,
Brahma Traoré s'est appuyé sur des ressorts solides. Il y a eu le championnat national de première et de deuxième division. Donc on avait déjà des éléments qui étaient dans différents clubs, qui jouaient, qui étaient titulaires dans leur club. Donc il suffisait seulement de les voir et puis de voir leur forme. Et également, nous avons fait des détections, notamment Nogoto, Belem, Enoch, Nikima, Rahim au niveau de Majestic. Donc on a pu renforcer le potentiel déjà présent qu'on connaissait déjà et nous avons fait la sélection. Dans son adresse avant la dernière séance d'entraînement à Ouagadougou, le professeur a décliné le football qu'il veut voir sur le terrain. L'équipe sans ballon n'est pas une équipe dangereuse. Il faut avoir la possession du ballon. Et nous devons travailler pour avoir la possession du ballon. Pour ce faire, il faut un plein engagement, une détermination sans faille. Et aussi un coaching, une bonne communication pour chacun de vous. Une philosophie dont la mise en place a commencé depuis son passage à la tête des étalons U23. Bon, il faut reconnaître que dans un premier temps, nous avons une philosophie que nous avons essayé de mettre en place avec les anciens qui étaient là depuis le tournoi IFOA à Niamey. Et certains ont même joué les U23, bien qu'ils n'aient pas l'âge, ils ont pu quand même, à moins de 20 ans, ils ont pu jouer avec nous contre la Gambie, contre le Sénégal. Et donc, ce sont des éléments quand même qui nous ont servi. Et aujourd'hui, c'est presque des cadres de cette sélection des U20. Les étalons auront besoin de toute leur force dans les tournois de l'UFOAB en Côte d'Ivoire et de la francophonie en République démocratique du Congo. Leurs adversaires sont loin d'être des enfants de cœur. Match d'ouverture, nous allons jouer contre les Éléphantos du Côte d'Ivoire. Et ensuite, on aura le Ghana, les Black Stars du Ghana. Et on va terminer avec MENA du Niger. Voilà, je pense que c'est une poule quand même pas facile. Il a fini le 21 et nous pensons que nous serions à la finale. Et après, nous devons continuer pour aborder, croiser le fer contre la Tunisie à partir du 27 juillet. Ensuite, on aura la France et on terminera avec le Niger. Voilà, donc comme je le disais, ce sont les premiers de chaque groupe, il y a 4 groupes, ce sont les premiers de chaque groupe qui seront qualifiés pour la demi-finale. Par ailleurs, pour le tournoi de la francophonie, Brahma Traoré doit se passer de 7 joueurs dont les dossiers ont été transmis en retard. Voilà, madame, monsieur, vous faites toujours bien de nous suivre. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour notre session d'information. Restez avec nous. Les programmes se poursuivent sur BF1. Je vous salue et très bel après-midi.